Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. D'ailleurs, je fais une petite pub, hop hop hop, mon pull Grouna, voilà voilà voilà. Donc cet épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 23 qui s'étale du 2 au 8 juin. Mais avant, place à notre petit jingle. Alors, au menu de cet épisode, nous parlerons évidemment des articles de la semaine, nous enchaînerons avec les annonces en JA, les annonces en preview et nous terminerons par une petite décommission. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Alors, cette semaine, on parle d'un pilier discret mais fondamental de la stratégie intelligence artificielle des entreprises, l'intégration. Oui, parce qu'avant d'exploiter que ce soit du chat GPT, de l'Azure OpenAI ou même un RAG, il faut que les données circulent, que les systèmes parlent entre eux. C'est là qu'intervient Azure Integration Services. Et Microsoft vient d'être une nouvelle fois reconnu leader par Gartner. Logic Apps, API Management, Event Grid, Service Bus, bref, tout l'écosystème Azure est là pour briser les silos, moderniser les stacks legacy, intégrer l'IA dans les workflows métiers ou encore gérer les API d'IA avec contrôle, sécurité et traçabilité. Visa, Lyondell-Basel, Brisbane, Moneris, tous modernisent à leur rythme sans tout casser et gagner en agilité. Mon conseil, ne sous-estimez jamais la couche intégration. C'est la colonne vertébrale de l'IA dans une entreprise, donc évidemment à prendre très au sérieux. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui sort un peu du quotidien Azure, mais qui, à mon sens, marque un tournant important dans la manière dont on conçoit la recherche scientifique et industrielle. Il s'agit de Microsoft Discovery. C'est une nouvelle plateforme qui permet à des chercheurs dans des domaines aussi variés que la chimie, la pharmaceutique ou l'ingénierie nucléaire de travailler main dans la main avec une équipe d'agents d'IA spécialisés. Ces agents sont capables de comprendre le texte spécifique, de croiser des sources de connaissances, d'adapter leur approche en fonction des résultats, le tout dans un cycle de recherche itératif entièrement orchestré par Copilot scientifique. On parle ici d'une vraie évolution dans la manière de faire de la R&D. Plus besoin de coder, de passer des mois à relier des outils ou des simulations. Les chercheurs peuvent discuter avec ces agents en langage naturel, évidemment, leur attribuer des rôles et laisser l'IA itérer avec eux. Par exemple, les équipes de Microsoft ont mis à point un nouveau liquide de refroidissement pour data center sans produits chimiques controversés, en seulement 200 heures de simulation, ce qui prenait autrefois plusieurs années. C'est une autre façon d'envisager l'innovation, pas simplement en automatisant, mais en créant des compagnons scientifiques capables de collaborer activement avec l'humain. Si vous travaillez dans un domaine touchant la R&D, et il y a de nombreux domaines d'activité qui s'articulent autour de la R&D, pour ne pas dire tous, parce qu'évidemment, il y a forcément à un moment besoin de faire évoluer son cadre de travail, ses méthodes de travail et surtout la création, de matériaux. Donc, ça peut être un très bon point d'intégrer les agents d'IA. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent régulièrement, il y a quelques jours, nous faisions avec, Iman Betsy Saïd et Abdelmoumen Mamri, un épisode de l'écho du cloud dans lequel Imad nous faisait une démonstration, d'agents, autonomes au sein d'une équipe de dev. Voilà, donc les agents avaient, créé, le board, pour que les devs puissent développer derrière, les fonctionnalités. Alors, parlons maintenant d'un changement de paradigme dans les entreprises, l'émergence d'équipes hybrides composées d'humains et d'agents IA. Oh, dis donc, ça vous fait pas penser à quelque chose ça? C'est pas par hasard ce qu'on vient d'évoquer?
Oui, effectivement, on commence à voir apparaître des assistants IA spécialisés partout, entraînés sur les domaines internes de l'entreprise et capables de répondre, d'automatiser ou même d'orchestrer certaines tâches métiers. Donc évidemment, cet article fait écho au précédent que j'évoquais. Quelques exemples. Chez Estée Lauder, un agent a été formé sur les données clients structurées pour fournir des recommandations en temps réel. Chez Dentsu, une équipe d'agents IA gère la conformité RH et répond aux questions des collaborateurs. Tout ça se repose sur une plateforme Microsoft Fabric, qui devient le nouveau hub de données centrales pour alimenter ces agents. Dans les annonces du moment, en tout cas les dernières annonces publiées par Microsoft, l'arrivée de Cosmos DB dans Fabric pour gérer des données semi-structurées et alimenter des agents IA, le Digital Twin Builder, qui est un outil low-code pour simuler des entités physiques ou logiques à partir de données, et l'intégration avec Copilot Studio pour créer des agents capables d'analyser, mais aussi d'agir, envoyer des emails, lancer des workflows, interagir dans Teams ou Microsoft 365. Et évidemment, les bases de données ne sont pas en reste, puisque SQL Server 2025 arrive en preview avec des capacités vectorielles et un support natif pour les scénarios d'IA. PostgreSQL arrive dans VS Code avec GitHub Copilot pour créer des schémas ou des requêtes en langage naturel. Et Cosmos DB s'intègre à Azure AI Foundry pour créer des agents contextuels capables de se souvenir de conversations. Bref, c'est tout l'écosystème Azure Data qui évolue pour permettre aux développeurs et d'un point de vue plus large aux entreprises de créer des agents puissants, utiles et intégrés dans les outils métiers. Et ça, c'est une excellente chose. Alors, il y a quelques jours avait lieu le salon SAP Saphir 2025, au cours duquel Microsoft et SAP ont mis en avant une série de nouveautés qui consolident leur collaboration historique, notamment autour du cloud, de l'IA, de la souveraineté et de la sécurité. Côté cloud, Microsoft devient le premier cloud à proposer un SLA de 99,95% pour SAP Cloud ERP Private, avec une haute disponibilité co-designée par les deux éditeurs. De plus, SAP Business Suite et SAP BTP arrivent progressivement sur la marketplace d'Azure. Côté données et IA, deux annonces fortes. Tout d'abord, l'arrivée de SAP Databricks et Business Data Cloud sur Azure, avec un connecteur sans duplication pour faciliter le partage entre les différentes plateformes. Ensuite, l'intégration de Joule. Attention, on ne parle pas du rappeur marseillais, hein. Donc Joule, c'est de l'agent SAP dans Microsoft 365 Copilot qui va permettre de croiser les données SAP avec le contexte Microsoft. Et côté sécurité, une fois de plus, on n'est pas en reste puisque Microsoft renforce toute sa gamme. Sentinel s'intègre aux environnements SAP via un connecteur sans agent. Defender for Endpoint est compatible SAP HANA et Entra ID Governance devient le système recommandé pour gérer les accès SAP, y compris le provisioning et l'analyse de risque. Enfin, Microsoft réaffirme son engagement souverain avec l'expansion de ses data centers en Europe et les projets bleus en France et Delos Cloud en Allemagne. Et évidemment, Microsoft fait intervenir SAP dans tous ces changements et ces modifications autour des data centers. Clairement, hein, cette alliance repositionne Azure comme le cloud stratégique pour moderniser, sécuriser et exploiter pleinement vos environnements SAP. Donc bref, si vous avez du SAP en entreprise, posez-vous la question de savoir si vous pouvez le faire tourner si vous pouvez plutôt migrer vos charges de travail sur le SAP dans Azure. Parlons maintenant un peu sécurité. Microsoft Threat Intelligence révèle un nouvel acteur malveillant qu'il appelle Void Blizzard, aussi connu sous le nom de Laundry Beer. Ce groupe serait affilié à la Russie, actif depuis 2024 et cible principalement des organisations dans les pays de l'OTAN ainsi qu'en Ukraine. Ce qui alerte les équipes de Microsoft, ce n'est pas la complexité des attaques qui reposent souvent sur des identifiants volés ou du phishing, mais sur leur efficacité. Void Blizzard a mené de nombreuses compromissions réussies dans les secteurs de la santé, de la défense, du transport ou encore de l'éducation.
Depuis avril 2025, donc depuis un mois et demi à peu près, l'acteur a intensifié ses opérations avec des campagnes de spear phishing utilisant EvilJinx, un outil open source pour intercepter identifiants, cookies et MFA. Il détourne même les portails Microsoft Entra avec des noms de domaine mal orthographiés. Une fois l'accès obtenu, Void Blizzard collecte massivement données, emails, fichiers, messages Teams et analyse les configurations Entra ID avec des outils comme Azure Hound. Microsoft appelle donc à la vigilance, surtout pour les organisations sensibles. Le rapport recommande d'activer le MFA résistant au phishing, de centraliser les identités, de surveiller les connexions anormales et de tirer parti de Microsoft Sentinel et de Defender XDR pour détecter les signes de compromission. Microsoft travaille en étroite collaboration avec les services de renseignement néerlandais et le FBI sur cette affaire, hein, ça rigole pas. Et vous trouverez dans leur rapport une mine d'informations techniques pour comprendre, détecter et contrer ces menaces. Évidemment, je mettrai le lien de l'article dans les commentaires du podcast. Eh bien écoutez, nous en avons terminé avec les articles de la semaine. Je vous propose d'enchaîner avec les annonces en JA. La première concerne le service Azure Container Apps qui supporte à présent les points de montage depuis Azure Files, ce qui est idéal pour partager des données entre différents conteneurs ou pour avoir des données persistantes sur, non pas un disque, mais plutôt sur Azure Files. Du côté de Azure Database for PostgreSQL, où l'équipe produit a bien travaillé cette semaine. Tout d'abord, vous pouvez maintenant utiliser l'authentification basée sur Entra ID pour vous connecter depuis vos instances de base de données vers Azure Synapse Analytics, mais aussi vers Azure Data Factory. Bref, vous faites une pierre deux coups en renforçant la sécurité et en simplifiant le mécanisme d'authentification. Pardon, il était dur à sortir celui-ci. Toujours sur Azure Database for PostgreSQL, qui prend en charge l'extension pgcron dans la version 17 de PostgreSQL. Donc, comme son nom le laisse un peu à penser, hein, cette dernière permet d'apporter une planification de tâches intégrée, ce qui n'était disponible jusqu'à présent que dans les versions précédentes. Et pour terminer avec Azure Database for PostgreSQL, qui prend en charge maintenant la méthode Upsert. Alors, avec cette dernière, vous pouvez désormais fusionner les données entrantes dans des tables existantes sans écrire de logique complexe, ce qui va vous permettre de réduire ainsi la charge et améliorer les performances de votre base de données préférée. Terminons en parlant un peu sécurité et réseau, puisque depuis le 30 avril, un nouveau rôle airbag, à savoir le Azure AI Enterprise Network Connection Approver, devra être attribué à l'identité managée d'un workspace dans Azure AI Foundry pour pouvoir utiliser les private endpoints. Donc cette modification répond au problème de sécurité lié à l'attribution automatique des rôles jusqu'à présent. Et évidemment, si vous estimez que ce rôle a des permissions un peu trop permissives, vous pourrez tout à fait créer un rôle custom à partir de celui-ci. Écoutez, c'est terminé pour les annonces en JA. Passons aux annonces en preview. Cette semaine, il y en a deux. La première concerne le service Azure Database for MySQL qui propose un load balancer standard dédié pour vous offrir de la haute disponibilité à moindre coût. Donc, vous pourrez mettre ce load balancer standard en front de deux instances et lui s'occupera de répartir le trafic. J'essaie de regarder, répartir le trafic. Ça fait un peu bizarre ça, mais bon. Et la seconde annonce, on reparle un peu de Azure Database for PostgreSQL où vous pouvez réaliser une montée de version vers la version 17 de PostgreSQL de manière simple et immédiate. L'idée est évidemment de réduire le temps d'indisponibilité de votre base de données, mais aussi de simplifier la montée de version en restant à jour avec les dernières fonctionnalités de PostgreSQL. Alors, si vous utilisez une ancienne version de Postgre, c'est peut-être le moment de vous poser la question de migrer, d'autant plus que vous pouvez migrer assez facilement. Passons aux décommissions, et je dirais même la seule décommission. Elle est à noter autour du service de Azure App Service. En effet, la version .NET 9 ne sera plus supportée à partir du 12 mai 2026. Pardon. Il faudra donc envisager une montée de version
vers la version .NET 10 qui est la, long term support version du côté de .NET. Eh bien voilà, nous en avons terminé. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris encore une fois plein de choses. Pour ma part, je vous souhaite une excellente journée. Vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode toujours aussi passionnant. Allez, bonne journée à vous.